C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. 6 mai 2012. En quelques secondes, l'atmosphère change. Les policiers d'élite, déjà présents dans son sillage mais très discrets, se font soudainement beaucoup plus visibles. C'est le signal, François Hollande est sur le point de remporter la présidentielle. En quelques secondes, le bureau du président du Conseil général de Corrèze devient le centre du monde. 20h, coup de fil de Nicolas Sarkozy qui reconnaît sa défaite, d'Angela Merkel, de Barack Obama qui devra s'y reprendre à 2 fois. Le président Hollande est occupé à fêter sa victoire. À Tulle d'abord, place de la cathédrale, au son de l'accordéon. Puis à Paris, place de la Bastille. François Hollande vit à ce moment-là l'ultime étape de la remontée la plus improbable de l'histoire de la Ve République. Il y a 1 an et demi, il pesait 3% dans les sondages. Faire simple, ce n'est pas faire médiocre ou faire banal. C'est au contraire avoir le respect des Français et être exemplaire. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que le monde, il n'est pas facile. Et parfois, il n'est pas gentil. Être un candidat normal, ça suppose des qualités exceptionnelles. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Hablas espagnol, Alain Duhamel? Si, señor. Vous pouvez aller au-delà de si senior ou pas? Hola. Oh, c'est pas mal. Je vous fais voyager, vous avez vu? On est bien ici. Nous sommes à la Maison de l'Amérique latine à Paris, au 217 boulevard Saint-Germain. C'est ici que François Hollande a fêté sa victoire à la primaire socialiste en octobre 2011. Et on s'est dit que cette maison était un des lieux symboliques de cette improbable remontée. Vous avez un autre adjectif qu'improbable? Oui, inimaginable. Ah, c'est pire encore, j'allais dire. Ou mieux? C'est flatteur et surpris. Pourquoi inimaginable? Parce qu'au départ, il n'y avait que Dominique Strauss-Kahn qui existait dans ce camp-là. Mais vraiment que lui. Et François Hollande avait commencé sa campagne de fait, mais il a commencé dans l'obscurité et dans les sondages, les scores étaient presque humiliants. Et au bout du compte, il gagne, ce qui est une remontée inouïe. Improbable, inimaginable, inouïe donc, et méthodique. Dans ce 7e épisode des Conquérants avec Alain Duhamel, nous allons vous raconter comment François Hollande, moqué, écrasé dans les sondages, a réussi à construire sa victoire. Comment lui a toujours cru en sa chance, malgré la légèreté de son CV, aucun poste ministériel, aucune expérience internationale, malgré la concurrence d'un DSK archi-favori, malgré aussi la détestation d'une bonne partie des éléphants socialistes. Patiemment, François Hollande s'est ouvert le chemin de l'Élysée. François Hollande, la longue marche. Commençons par planter le décor. En 2012, le rappeur Orelsan croit toujours que la Terre est ronde. Je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. En 2012, l'émission The Voice débarque en France et Jean Dujardin remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist. En 2012, l'Italie pleure les 32 victimes du naufrage du Costa Concordia, l'Amérique salue la réélection de Barack Obama et la France enterre pour de bon le Minitel après 30 ans de service. Attention, à compter de demain soir minuit, le 3615 ne répondra plus. Internet, c'est une pâle copie de ce que l'on a inventé sur Minitel il y a une trentaine d'années. En 2012, la France compte 10,6% de chômeurs et sort de 5 années de présidence Sarkozy. Alain, question refrain dans Les Conquérants, comment va la France en 2012? Tendue. La France est tendue. Politiquement, c'est très polarisé gauche-droite, mais vraiment très polarisé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy dispose d'une base qui ne l'aime pas, qui l'adule. Et la gauche piaffe d'impatience en pensant pouvoir prendre sa revanche, parce que Sarkozy est en même temps détesté par une moitié de la population. C'est donc une période qui est extrêmement clivée. Mais en plus, c'est une période qui est difficile. Elle est difficile parce que le taux de chômage est élevé. Elle est difficile parce que, à la suite des crises financières, à répétition, il a fallu augmenter les impôts, alors que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il les baisserait. Ça, c'est des choses que les Français voient tout de suite. Bref, le climat est très mauvais et la popularité de Nicolas Sarkozy est très faible. Est-ce qu'il a réformé la France autant qu'il l'avait promis, autant qu'il l'avait dit en 2007? Il n'a pas réformé la France autant qu'il l'avait promis, mais en revanche, il a été remarquable dans les crises financières. Il y a eu 3 crises financières quand même en 5 ans,
ce qui est un record. Et les Français n'en ont pas eu conscience, mais c'est vraiment lui qui a sauvé leur compte en banque pendant la première des grandes crises. Le système bancaire était sur le point de sauter. C'est vraiment son action à lui, et pas simplement sur le plan français, sur le plan international. Il a été remarquable dans les crises. En revanche, son style exaspérait une bonne partie des Français, et plusieurs des réformes qu'il a accomplies ont été impopulaires. Comme quoi ? La réforme des retraites, très impopulaire. Et donc, les réformes qu'il faisait, on les lui reprochait. Les réformes qu'il ne faisait pas, on les lui reprochait. Le climat général était mauvais, mais il avait ses fidèles qu'il adulait. À un moment du précédent épisode des Conquérants, on a raconté à quel point Jacques Chirac était éreinté et exténué à la fin de ses 2 mandats. Au bout de 5 ans, Nicolas Sarkozy n'est pas non plus au sommet de sa forme. Non, mais on ne peut pas dire qu'il soit éreinté parce que, d'une part, il a un charisme hors du commun et que le charisme, ça entretient la vitalité. Je vais la garder celle-là, tiens. Il est tellement heureux d'être applaudi par une fraction des Français, mais quand il se déplace, il y a une fraction des Français qui est là vraiment pour l'applaudir, quelquefois frénétiquement, que du coup, c'est une sorte d'élixir pour lui, d'élixir quotidien. Donc il tient le coup, même si moi, ma thèse personnelle est qu'1 an au pouvoir vaut 2 ans de vie. Donc qu'il avait été président 5 ans, mais qu'il avait vieilli de 10 ans. Mais n'empêche, vieilli de 10 ans ou pas, il est quand même encore en forme. Ce ratio-là, il marche pour tous les présidents ? Oui, j'ai fait une communication à l'Institut là-dessus. Je veux voir cette communication. Alors, l'histoire de cette campagne présidentielle de 2012 commence par une mention anodine sur un carnet de bord. Passager retenu par les autorités locales. C'est ce qu'on peut lire sur le carnet du vol AF023 le 14 mai 2011. Le passager retenu, c'est Dominique Strauss-Kahn. Les policiers américains sont venus le chercher jusque sur son siège de la business class, quelques minutes avant le décollage du New York-Paris. Édition spéciale sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez, édition spéciale depuis 7h ce matin pour ce qui constitue un véritable coup de tonnerre pour la classe politique française et pour la gauche. Dominique Strauss-Kahn a donc été inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol sur une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York. Le Sofitel, la suite 2806, Nafissatou Diallo, une femme de chambre, accuse DSK de viol. Les journalistes Antonin André et Karim Rissouli racontent alors ce qu'il se passe à 5700 km de New York. C'est la nuit à Paris. À 4h du matin, Valérie Trierweiler réveille son compagnon. François Hollande croit d'abord à une mauvaise blague, une mauvaise rumeur. Il essaie de se rendormir. À cette époque, en mai 2011, DSK est surnommé le roi des sondages. Le patron du FMI est donné autour de 30% au premier tour à plus de 60% au second. François Hollande n'arrive plus à dormir. Il allume la télé, la radio, ce n'était pas une rumeur. Le favori de la présidentielle vient de tomber. Alain, il se trouve que vous aviez vu DSK, 2 semaines avant ? 2 semaines, oui. On avait dîné ensemble à 4 avec sa femme, Anne Sinclair, et la mienne. Je n'ai jamais vu de ma vie un candidat à l'élection présidentielle l'éviter comme il le faisait. C'est-à-dire que c'était un vainqueur. Je dînais avec un vainqueur. J'ai vu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Je peux presque dire que je les ai presque tous vus. Dans cet état-là, tellement prêt à être élu, j'en ai pas vu. D'autres que lui. Et il a déjà tout en tête à ce moment-là ? La manière dont il va se déclarer, une ébauche de programme, il sait tout ? Il sait qu'il est lui-même et il a grande confiance en lui. J'aime bien aussi cette phrase-là. Je vais, sous vos yeux incrédules, enfoncer une porte ouverte. Son arrestation change tout pour François Hollande. Ah ben bien entendu. C'est-à-dire que l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn ouvre la porte toute grande pour François Hollande, qui aura l'intelligence à la fois de s'y être préparé sans savoir que ça allait se produire, et puis de savoir très bien à ce moment-là jouer sa propre carte. Parce que Dominique Strauss-Kahn, j'avais le sentiment qu'on tenait une espèce d'homme d'État moderne improbable. François Hollande, c'est l'intelligence politique, lui. Et l'intelligence politique, en campagne, c'est drôlement utile. Du choc que représente l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. La manière dont tout va être emporté à la une des journaux par cette affaire-là. De quoi vous vous souvenez ? Je me souviens parce que j'étais à l'antenne, c'était à France 2, et on avait un débat. Pratiquement, on venait de l'apprendre. Et j'ai été suffoqué, j'ai été honnêtement très déçu, on peut même dire désappointé. Mais surtout, on s'est dit que brusquement,
tous les raisonnements qu'on était en train de tenir sur l'élection présidentielle, mais pas simplement sur la gauche, sur l'élection présidentielle, étaient en train d'être bouleversés. Et à ce moment-là, qui va être le favori ? À gauche, en tout cas, c'est François Hollande qui récupère les habits du favori. Ça n'était pas gagné. Il revient de loin des tréfonds des sondages. Monsieur 3%, c'est comme ça qu'on appelle depuis mars 2009. Enquête d'opinion catastrophique publiée dans Libération. 3% d'intention de vote à la primaire socialiste. Personne ou presque ne veut de lui. Mais François Hollande s'en moque. Il a constitué depuis plusieurs mois une petite équipe de fidèles. Eux savent qu'il veut se présenter à la présidentielle et commencent à réfléchir à un programme. Et en décembre 2010, François Hollande teste même une idée. Il est en voyage à Alger et face au quartier de Bab el-Oued, il lâche une phrase. Le temps d'un président normal est venu. Il avait déjà ça en tête. Ça prouve qu'il a beaucoup d'intelligence politique, mais qu'il n'a pas toujours autant de réalisme. Mais l'idée d'un président normal, pour moi, c'est totalement antinomique avec ce qu'est la France et avec ce que sont les Français. Les Français ont besoin d'un monarque de préférence républicain dont ils puissent couper la tête. Ils veulent pouvoir décapiter celui qu'ils ont choisi. Parce que c'est 2 fois un exercice démocratique. Qui peut faire ça au monde ? À la fois se choisir un chef et puis ensuite n'avoir qu'une idée, c'est de le punir. Bon, mais on est français, voilà, on est différents. Donc, fin 2010, Bab el-Oued, à ce moment-là, François Hollande, il n'existe pas dans la course à la présidentielle. Il est le seul, d'ailleurs, à imaginer qu'il peut être suivi par des journalistes en allant en Algérie, et il est le seul à croire qu'il peut être candidat à la présidentielle. Il a été évidemment très frustré de ne pas pouvoir être candidat en 2007. Il a été bien décidé à l'être. Il a été le plus long premier secrétaire de l'histoire du Parti socialiste. 11 ans, personne n'a fait autant, pas même François Mitterrand. Il a une formation aussi d'homme de gouvernement, même s'il n'a jamais été un gouvernement, parce que François Mitterrand, pendant tout le temps où il était président de la République, réunissait le mardi matin un petit déjeuner, 4 personnes, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée et le premier secrétaire du Parti socialiste. Et il parlait vraiment à ce moment-là des sujets, pas seulement des sujets politiques, des dossiers aussi. Et donc, il avait quand même cette expérience-là. Quand on a préparé ce podcast, vous disiez, il faut à tout prix raconter à quel point il a été moqué, François Hollande. Parce que c'est aussi quelque chose de particulier avec lui, surtout dans son camp. Ils sont très, très, très nombreux à s'être moqués de lui. Alors, au fil des lectures, j'ai récupéré quelques surnoms. Fraise des Bois, Flamby, Monsieur Petite Blague, ça n'arrêtait pas. Ce qui était le plus méchant, et qui était évidemment de Jean-Luc Mélenchon, capitaine de pédalo. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on ne peut pas être pire. Mais c'est aussi parce que c'est un démocrate foncier qui accepte y compris le plus déplaisant. Cela étant, je n'ai pas le souvenir d'un dirigeant de son rang qu'on ait moqué de cette façon sous la Ve République. Et c'est parfaitement injuste. Mais vous en avez parlé avec lui ? J'en ai parlé, pas comme j'en parle avec vous. Oui. Ça ne lui a évidemment pas fait plaisir, même s'il savait qu'il était plus intelligent que la plupart de ceux, pour ne pas dire la totalité, de ceux qui le tournaient en dérision. Alors, à quoi tient une candidature à la présidentielle ? Dans le cas de François Hollande, à vraiment pas grand-chose. Le 27 mars 2011, il attend dans son bureau du Conseil général les résultats des élections cantonales. Si la gauche l'emporte en Corrèze, il restera président du département et pourra viser plus haut. S'il perd, ce sera terminé. Tout va se jouer dans le petit canton d'Aigurande. Et le match est serré. Au bout du dépouillement, victoire du candidat d'hiver gauche. François Hollande garde la majorité en Corrèze. Et 4 jours plus tard, depuis le Conseil général, il annonce sa candidature à la primaire socialiste. Ici, à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste. Alors là, Alain Duhamel, François Hollande se lance à l'assaut de la primaire, mais il y a du lourd face à lui. À ce moment-là, il y a encore DSK, qui sera bientôt hors jeu, on l'a raconté. Il y a Martine Aubry, il y a Ségolène Royal, il y a Manuel Valls, il y a Arnaud Montebourg. C'est costaud face à lui. Il n'est pas le plus mal placé de tout cela, à aucun point de vue, ni intellectuellement, ni en expérience, peut-être en popularité, parce que d'autres sont plus populaires que lui. Mais d'une part, c'est un opiniâtre, ça c'est son côté mitterrandien. Ensuite, il s'est préparé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a calculé la façon dont les choses pouvaient se passer. Bon, il y avait l'inconnu DSK, évidemment. Mais il n'empêche, je pense qu'il croyait possible de pouvoir battre DSK dans les primaires. Et
son mélange d'opiniâtreté et d'intelligence politique, ça lui a permis de démentir tout ce que disaient ceux qui le tournaient en dérision, qui se sont retrouvés avec un président. Et il y a eu ce pacte, le pacte de Marrakech, qui a été conclu d'une certaine manière entre DSK, Fabius, Martine Aubry pour empêcher notamment François Hollande et puis pour essayer de l'empêcher. Vous n'y croyez pas, ça ? S'il s'agit de dire qu'étaient réunies 3 personnes qui pensaient du mal de lui et qui avaient envie de lui compliquer les choses, oui. C'est un début de pacte. Oui. Non, mais ça, oui. Pour le reste, moi je ne crois pas du tout dans la réalité des choses à ces histoires, parce que c'est vrai que ces 3 personnes lui voulaient du mal, mais c'est vrai que chacune des 3 personnes voulait autant de mal aux 2 autres avec lesquelles elle se trouvait. Donc ça limite quand même la portée de ce genre de choses. François Hollande qui remonte donc dans les sondages petit à petit. Au-delà du forfait de DSK, il va réussir à se défaire de tous ses concurrents. Comment est-ce qu'il fait ? Par la primaire. C'est ce qui change tout quand même. C'est que cette fois-ci, il y a une primaire, non pas comme la dernière, comme les dernières, auprès des adhérents, mais auprès des électeurs. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait et c'est un succès. D'abord, premier succès, il y a 3 émissions à la télévision avant le premier tour des primaires, plus un face-à-face avec Martine Aubry pour le second tour. 4 émissions qui marchent formidablement. 4 débats. C'est ce qui lui permet quand même de s'imposer au bout du compte. C'est difficile de s'opposer à François Hollande. C'est aussi pourquoi il y a des gens qui le tournent en dérision. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il est ductile, parce qu'il est souple, parce qu'il est élastique. Et donc, c'est difficile de s'en prendre à quelqu'un d'élastique. C'est très facile de s'en prendre à quelqu'un de rigide. C'est très facile de combattre Martine Aubry. Ça sont des personnalités très structurées, très rigides. Bon, François Hollande, on le regarde à l'est, il est à l'ouest, on le regarde en bas, il est en haut. Il va plus vite que les autres. Intellectuellement, il va plus vite d'ailleurs. Et ça se sent. Et ça se sent pendant les débats, et les Français le sentent. Et ils l'emportent assez nettement. Je reviens dans une demi-seconde à la primaire, mais il y a quand même un petit coup de pouce qui est ultra médiatisé. Vous allez me dire à quel point ça a joué ou pas, ou si c'est juste pour la blague, c'est ce qui a été dit aussi à cette époque-là. C'est le soutien inattendu de Jacques Chirac, en étant juin 2011, visite au musée Jacques Chirac de Saran, en Corrèze. Cette fois-ci, l'ancien président de la République enfonce le clou et déclare que si Alain Juppé ne se présentait pas en 2012, son choix se porterait sur François Hollande. Oui, je voterai pour lui. Oui, certainement. Vous allez vous faire entendre, c'est ça? Oui, je peux dire que je voterai Hollande. Il sait ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, il y a 2 thèses, réellement. D'une part, quand il le dit, moi j'ai regardé l'image 100 fois, forcément, on a vraiment l'impression qu'il le pense, et qu'il le pense en pleine conscience. Il insiste pour le dire. Absolument. On voit d'ailleurs très bien que son entourage essaye de le retenir, mais il le dit quand même. Moi, je crois quand même que c'est en toute conscience, puisqu'il était quand même déjà très fatigué, mais que c'est quand même en toute conscience pour une raison très simple, c'est que quelques semaines auparavant, il a sorti le premier tome de ses mémoires, dans lequel il est assez dur pour Nicolas Sarkozy, et pas du tout pour François Hollande. Oui, il est assez laudateur sur François Hollande. Oui, et puis sur Nicolas Sarkozy, ce qu'il dit est vraiment très désagréable. Ce qui explique aussi pourquoi il trouve que finalement François Hollande, c'est pas mal. Bon, en plus, il y a le côté corrézien, il y a le côté qui adore les contacts avec les gens, ce qu'ils ont en commun, qui ont le contact facile, qui sont faits pour les rencontres. Ils ont des idées relativement différentes, ils ont des styles, là pour le coup, très différents, mais ils ont aussi des qualités communes. Et ils sentent qu'ils sont tous les deux d'une même race d'hommes politiques, à la fois avec un enracinement régional, assumé, recherché, qu'ils aiment. Et puis le sens du peuple. Bon, ils ont en commun quelque chose qui, alors là, est clair, qui n'est pas la réputation de tous les dirigeants français, c'est qu'ils aiment les Français. Voilà. Et ils les comprennent. Peut-être qu'ils les excusent trop. Ça, c'est autre chose. Juste, vous disiez qu'il y a 2 thèses. Première thèse, Jacques Chirac fait ça en conscience et a vraiment envie de dire qu'il va voter pour François Hollande. L'autre thèse, c'est ce qui est dit le lendemain dans une dépêche AFP, où l'entourage de Jacques Chirac, visiblement, essaie d'amoindrir la portée de ce qui a été dit par le président Chirac, et où on explique que c'était de l'humour corrézien. L'autre thèse, en réalité, c'est il est trop fatigué, donc il n'a pas tout à fait conscience de ce qu'il dit. Mais c'est la thèse à laquelle je ne crois pas. Ce coup de pouce de Chirac, d'une certaine manière, ça aide François Hollande? Ah oui, bien sûr. Oui. Ça l'aide, c'est pas tellement que les électeurs de Chirac vont se ruer vers François Hollande,
Mais c'est que, d'abord, ça prouve qu'un ancien président, qui depuis qu'il est ancien président est redevenu très populaire, d'une certaine manière, l'adoube comme faisant partie de la catégorie. Je reviens à cette primaire citoyenne, ouverte à tous les sympathisants de gauche. C'est un succès populaire, vous l'avez dit, 2,6 millions de votants au premier tour, 2,8 millions au second tour, pour départager Martine Aubry, première secrétaire du PS, et François Hollande, qui l'emporte avec un peu plus de 56% des voix. Cette victoire me confère la force et la légitimité pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle. On est donc en octobre 2011 et le Parti socialiste a donc son candidat. Alain, d'habitude c'est moi qui vous demande quel est le moment clé de la campagne, là je vous l'impose. Oui, vous êtes de plus en plus direct. Oui, c'est mon côté autoritaire. Le Bourget, ça vous va comme moment clé? Ah bah oui, ça y a aucun doute. Allez, on y va. Vous n'avez aucun mérite. Une image, d'abord, les socialistes rassemblés. En ce 22 janvier 2012, le hall 1 de l'espace du Bourget est plein à craquer. 20 000 personnes et au premier rang, tous les ténors du PS, quelques anciens, Mauroy, Fabius, Cresson, Jospin, tous les ténors et notamment ceux qui n'aiment pas François Hollande. La photo d'union est parfaite, ou presque. Ségolène Royal est furieuse. Pas une seule image de l'ex-compagne du candidat dans le clip qui retrace l'histoire du PS. Pas une image d'elle, malgré sa place en finale de la présidentielle 2007. Yannick Noah chauffe la salle. François Hollande entre en piste. Discours ferme sur la sécurité, sur la maîtrise des dépenses publiques. Quand arrive la phrase, celle qui va emporter la salle et faire entrer ce discours dans les annales. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est un poil caricatural, mais ça marche. Alors, ça n'est pas du tout un poil caricatural, c'est complètement caricatural. Il y a deux raisons. La première, qui est la plus immédiate, c'est qu'il y a une montée de Mélenchon dans les sondages, à ce stade-là de la campagne, et que François Hollande peut-être surestime, ou peut-être pressent, qu'il y a un risque de ce côté-là, non pas que Mélenchon le dépasse, mais que Mélenchon lui prenne les voix nécessaires. Il faut éteindre l'incendie Mélenchon. Et donc, il durcit le ton. D'autre part, il y a le souvenir très fort chez François Hollande du fameux discours de François Mitterrand qui, à propos de l'argent, tient des propos exactement parallèles à ceux de François Hollande à propos de la finance. Et on voit bien que c'est la même chose. Alors simplement, sur le fond, une formule fait une campagne. Et en l'occurrence, cette formule fait sa campagne. Et cette formule ne correspond pas à sa campagne. Il a fait une campagne mitterrandienne, c'est-à-dire une campagne à la fois de terrain et dans la réalité des choses, social-démocrate. Et puis là, brusquement, il prend un ton sur ce passage-là, presque mélenchonien. Il passe d'une campagne social-démocrate à une campagne radicalement sociale. Et ça colore complètement la fin de sa campagne. C'est vraiment un changement de ton et un changement de perception chez les gens. Mais c'est aussi à l'origine de ces malheurs de président. Oui, mais avant le malheur du président, il y a le bonheur du candidat. Ce discours-là, il fait le bonheur du candidat Hollande. Absolument. Mais le bonheur du candidat fait le malheur du président. C'est exactement ma thèse. Ce discours, ce meeting, qu'est-ce qu'il change? Dans la perception. Il donne l'illusion que le peuple de gauche s'est retrouvé. Que de nouveau, comme à la période de 81, pas ensuite, mais comme la campagne de 81, brusquement, il y avait un homme, en plus un très bon orateur. François Hollande, on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de le dire, mais c'est un très bon orateur. On revoit quelqu'un qui, par la magie, peut-être démoniaque, d'une phrase, arrive brusquement à provoquer une ferveur que la gauche n'avait pas connue depuis 1981. Or, on est en 2012. Je me rends compte que depuis le début de l'épisode, on n'a quasiment pas parlé de Nicolas Sarkozy. Un peu au début, mais... Pas assez. Ah bah on y va alors. Mais Nicolas Sarkozy, lui, en fait, sa campagne a déjà commencé. Mais elle n'a pas été décrétée, elle n'a pas été nommée, elle n'a pas été identifiée. Mais elle a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il a choisi sa stratégie. Il y avait un choix à faire au départ. Ou bien, il expliquait que ces 5 années avaient été très difficiles, qu'il y avait eu 3 crises, qu'on les avait surmontées grâce à lui, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, et que
son second quinquennat serait le quinquennat des réformes qu'il n'avait pas pu faire, mais que cette fois-ci, il était bien décidé à faire, et qu'il fallait être moderne, innover, etc. C'est fou que ça fasse penser à quelqu'un à ce point-là, quand même. Hein. Ou bien alors, il choisissait au contraire une attitude scrognonieux sur durcissement très net, sur la sécurité, l'immigration, etc. Il a choisi, notamment sous l'influence de Patrick Buisson, essayiste auquel il attachait beaucoup d'importance à ce moment-là. Qu'il conseillait à l'Élysée. Voilà. Il a choisi le durcissement plutôt que la réforme. Et je pense que c'est à l'origine de son échec. Aucun suspense, tout le monde sait que Nicolas Sarkozy va se représenter, tout le monde connaît même la ligne directrice de sa campagne depuis longtemps, depuis le 30 juillet 2010 précisément. Nicolas Sarkozy est à Grenoble, le président vient en personne nommer et installer un nouveau préfet. Après plusieurs affaires ultra médiatisées, le chef de l'État veut montrer que la sécurité reste son sujet. Il déclare la guerre aux trafiquants, aux délinquants et déroule peine planchée pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre, peine incompressible 30 ans pour les assassins de policiers et gendarmes et déchéance de nationalité dans le cas où l'auteur serait d'origine étrangère. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Ce discours-là, par rapport à ce que vous disiez, c'est l'acte fondateur Absolument. de la campagne de 2012. Absolument. On est en 2010, hein, oui, juillet 2010. Oui, ben bien sûr. Mais je peux vous dire que quand il a prononcé ce discours, dans la tête des journalistes, on a compris que c'était son choix, le choix idéologique de sa future campagne, très très clairement. Mais il y a un paradoxe, parce que sur le fond, on a donc les thèmes de campagne, on a la tonalité de la campagne, mais sur la forme, Nicolas Sarkozy va chercher, au départ, à se déclarer, et là aussi ça nous ramène à aujourd'hui, à se déclarer le plus tard possible. Oui, mais c'est parce qu'il avait encore une crise à gérer, et qu'il avait le sentiment que devant cette crise, au fond, il était à son meilleur, et qu'il fallait repousser le plus tard possible son entrée en lice. Après coup, il a regretté de ne pas avoir eu un mois de plus, de son fait, pour mener campagne. Sans se déclarer, il a un premier rendez-vous important dans la campagne, le 29 janvier. Émission spéciale du président Sarkozy, qui n'est pas encore candidat, sur 9 chaînes en même temps. On écoute. Si un jour je dois rentrer en campagne, à ce moment-là, je serai le candidat. Et parfois, je peux en avoir l'impatience tant je constate d'arrogance déplacée. J'ai la responsabilité d'un pays pour 5 ans. Je ne peux pas mettre ce pays en situation d'avoir un président candidat pendant des mois interminables. 16 millions de téléspectateurs et l'opposition qui hurle à ce moment-là. Encore une fois, 29 janvier, l'élection est dans 3 mois et Nicolas Sarkozy arrive en direct sur 9 chaînes différentes. Et en plus, il est très bon à la télévision. C'est ce qui est un problème supplémentaire. Pour l'opposition. Bah, évidemment, pour les oppositions, oui. Bien sûr. Parce que c'est une de ses caractéristiques. Autant François Mitterrand avait appris lentement la télévision, autant Jacques Chirac détestait être à la télévision, autant Nicolas Sarkozy, à la télévision, c'était l'adolescent devenu la vedette qu'il rêvait d'être. Mais lui, à la télévision, comme disent les adolescents, il s'éclate. Et il a une présence incroyable, il a une rapidité incroyable, il a une vitalité. Avec lui, on est sûr qu'on ne s'ennuie pas à la télévision. Et donc, non seulement il mobilise toutes les chaînes possibles et imaginables, mais en plus, il est bon. C'est doublement inégalitaire. Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il gouverne jusqu'au bout, sauf que les sondages sont très mauvais pour lui. Il a la pression. Début février, Nicolas Sarkozy donnait perdant à tous les coups contre François Hollande. La droite a eu beau essayer de minimiser l'élan du discours du Bourget. Ça ne prend pas. La dynamique est à gauche. Alors, le 15 février, Nicolas Sarkozy répond oui à la question de Laurence Ferrari aux 20h de TF1. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision ? Depuis plusieurs semaines. C'est une décision lourde de sens. C'était pas automatique. Travail, responsabilité, autorité. Nicolas Sarkozy explique qu'il veut s'appuyer sur ces 3 piliers pour sa campagne. Il y a un problème, ce sont exactement les mêmes mots qu'en 2007. C'est un problème. C'est un problème. La fois précédente, il était arrivé à inventer un enthousiasme autour de thèmes qui, parce qu'ils étaient hyper volontaristes, apparaissaient comme très différents de la fin du quinquennat de Jacques Chirac.
Et cette fois-là, il n'arrive pas du tout à réveiller le même enthousiasme parce qu'il a gouverné 5 ans, parce que les temps ont été très durs, parce qu'il a dû faire effectivement, là il n'y est pour rien, mais il n'empêche que ça pèse terriblement, faire face à 3 crises, à mener une politique difficile. Et du coup, les mêmes mots qu'il utilise n'ont pas le même sens. Les mêmes mots étaient une espérance 5 ans avant, et là deviennent une fatalité. C'est exactement l'inverse. Dès le lendemain de sa déclaration de candidature, ses équipes organisent un premier meeting. Ce sera à Annecy, en Haute-Savoie. Pour rattraper le retard dans les sondages, il faut sans cesse créer l'événement, rajouter des meetings, 44 au total. Les équipes ont du mal à suivre, les finances sont très vite dans le rouge, mais on ne le saura que bien plus tard. Ce sera l'affaire Big Malion. Lui pense qu'il remonte la pente. C'est vrai que ces meetings scandent la pente, que les meilleurs passages sont repris et tournent, et que c'est son issue de secours. Et du coup, il les multiplie. Alors, franchement, à l'époque, je me dis que ça coûte cher. J'étais loin d'imaginer qu'il y avait un financement insuffisant. On ne publiait pas les comptes du candidat jour après jour. On apprend tout ça après, quand les 2 commissions qui doivent vérifier les comptes, etc., rendent leur verdict. Mais ça, c'est après. Ce serait réducteur de parler de cette campagne comme d'un duel attendu entre Sarkozy et Hollande. Et les autres. Et Marine Le Pen, par exemple. Justement, Marine Le Pen, elle a hérité du Front National, si j'ai bonne mémoire, en janvier 2011. Donc c'est elle qui devient le président du Front National. C'est sa première campagne. Elle est jeune. Elle doit avoir 44 ans, je crois, à ce moment-là. Moi, je l'ai interrogée plusieurs fois. Elle est très cassante, en tout cas, quand on lui tient tête. Elle est, à cette époque-là, impétueuse. Elle est très rigide. Elle n'a aucune culture de gouvernement. Mais en revanche, elle a beaucoup de recettes de politique. Et à ce moment-là, c'est le populisme nationaliste classique. C'est-à-dire tout ce qu'elle a essayé d'estomper depuis. Mais à l'époque, elle l'assume complètement. Elle assume tout, dans tous les domaines. Et tout ce sur quoi elle est revenue, l'Europe, l'immigration qu'elle a nuancée, tout. Les retraites, tout a été modifié. Mais à cette époque-là, c'était une structure en béton. Mais en béton efficace, pas en béton borné, en béton redoutable. Et le fait est qu'à l'arrivée, elle fera un score supérieur à celui de son père. Il y a un autre personnage qui rôde en coulisses depuis quelques années, enfin depuis pas mal d'années même, et qui là éclate au grand jour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, c'est sa première grande apparition politique, publique, électorale. C'est un personnage qui a toujours été pas à l'aise au Parti socialiste, qu'il a quitté, il a fondé le petit parti de gauche, il a été ensuite investi par le Parti communiste, qui s'en est repenti par la suite. C'est un orateur extraordinaire. C'est un homme qui a une grande culture littéraire, pas du tout économique, mais pas du tout, mais littéraire, oui. C'est quelqu'un qui harangue, qui enthousiasme les foules, qui les entraîne. C'est un orateur à l'ancienne, je veux dire, c'est un orateur pour le coup à la Jaurès. Bon, un Jaurès teigneux. Un Jaurès désagréable, mais un Jaurès. Et pendant cette campagne, il arrive, alors il est insupportable vis-à-vis des autres, il est d'abord méprisant vis-à-vis de ses adversaires, en particulier s'ils sont de gauche, mais en règle générale, d'ailleurs, il est méprisant avec le reste du monde, ce qui pour un humaniste est un peu caricatural, mais c'est quand même comme ça. Avec les journalistes, vous avez bien raison de le dire, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Bon, mais il arrive par exemple à la Bastille avec un discours incroyable et à faire venir un cortège de dizaines de milliers de personnes. On n'a jamais vu ça en politique depuis, j'allais dire l'an 40, mais c'est une mauvaise référence. 18 mars, la Bastille, cri de ralliement, résistance. Nous sommes le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple. Mais ça, c'est lui. D'abord, il a publié un livre qui s'appelle « Qui s'en aillent tous ». Bon, qui voulait dire ce qu'ils pensaient des autres. Et ensuite, il est dans « Je suis le cri du peuple ». Je suis la révolte du peuple. Et je suis le peuple. Il n'a pas encore dit à ce moment-là, je suis la République c'est moi, mais c'est déjà le peuple, c'est moi. Et ça impressionne. Et comme il arrive finalement à un score qui est autour de 11%, donc on peut dire qu'il a réussi une percée et que c'est le meilleur score de la gauche depuis Georges Marchais en 1981. C'est donc c'est une performance. Et je note que dans cette campagne de 2012, il y a les ferments de 2017, de 2022, avec, encore une fois, les personnages de Le Pen et Mélenchon. Absolument.
Cette fois-ci, ce qui manque, c'est François Bayrou, mais qui, à l'époque, en revanche, joue un rôle important, puisque, au fond, les presque 10%, 9% de voix qu'il obtiendra, ce sont justement les voix du centre et de la droite modérée que Nicolas Sarkozy n'aura pas en raison de la ligne stratégique qu'il a choisie. Dans les sondages, le duel Sarkozy-Hollande était tout de même annoncé. Il se confirme dans les urnes, 22 avril. Résultat du premier tour. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, il réussit à limiter la casse. Au soir du premier tour, il n'a que 500 000 voix de retard sur François Hollande. Les sondages, 1 mois, 2 mois avant, prédisaient largement pire. Absolument. On parlait de naufrage. Et finalement, ce n'est pas du tout un naufrage parce qu'il a mené une campagne hallucinante. Il en avait déjà mené une la fois d'avant. Mais justement, ça prouve bien qu'il n'était pas au bout de ses forces. Il mène une campagne hyper spectaculaire. Ce que j'appelle une campagne à l'américaine. C'est-à-dire que ce sont des meetings immenses avec une musique assourdissante mais bien choisie, avec une connaissance, un professionnalisme des images, avec une mise en scène. C'est hollywoodien, mais c'est hyper professionnel. Et il les enchaîne sur un rythme frénétique, je dirais de plus en plus frénétique, et avec quand même à la fois cette inspiration et puis c'est excitant qu'est sa remontée dans les sondages, parce qu'il remonte dans les sondages. Et l'idée selon laquelle il pourrait arriver à se retrouver à hauteur de François Hollande dans le duel final, ça ne paraît pas non plus une absurdité. C'est très rare de voir un président demandant une réélection menée aussi largement et qui finalement arrive à remonter. Et moi je pense que ce qui l'aura barré au bout du compte, c'est François Bayrou. La guerre des meetings reprend, mais dans cet entre-deux-tours, c'est évidemment le débat entre les deux finalistes que tout le monde attend. Il a lieu le 2 mai, et à une demi-heure de l'antenne, vous recevez un coup de fil. Oui, qui est sûrement le coup de fil qui m'a le plus surpris de ma vie, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui est déjà dans sa loge quand il m'appelle. L'élection est vraisemblablement jouée, mais pas encore tout à fait jouée, surtout que les chiffres ne sont pas très éloignés les uns des autres. Or, il est bien meilleur à la télévision que François Hollande. Normalement. Normalement, mais moi je les ai vus 10 fois, donc je sais qu'il est bien meilleur intrinsèquement. François Hollande est plutôt meilleur à la radio que lui, mais à la télévision, dans ce qui compte le plus au moment de l'entre-deux-tours, c'est lui qui est le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il vous veut, Nicolas Sarkozy ? Eh ben, je pense qu'il se rend compte que les choses ne tournent pas comme il veut, que sans doute est-ce qu'il pense que c'est une dernière tentative. Il a envie de parler. Moi, je ne place pas un mot. De toute façon, avec lui, c'est très difficile de placer un mot en général. Mais en l'occurrence, surpris à une demi-heure de ça, en plus, je suis quand même impatient de savoir ce qu'il veut me dire. Et ce qu'il veut me dire, c'est très simple, c'est quels sont les thèmes qu'il va traiter une demi-heure après. Et il ne me dit pas ça pour qu'entre-temps, j'aille dire à l'antenne, voilà ce qu'il va vous dire. C'est trop tard. C'est trop tard, et puis en plus, c'est pas mon genre. Donc, ça vous honore. Je ne sais pas, mais j'aime mieux expliquer ce qui s'est passé que de dire ce que je me suis engagé à ne pas dire. Là, il allait de soi que c'était pour moi et que c'était pas pour que j'aille raconter ça au monde entier. Mais il cherche à se rassurer ? Je pense que d'une certaine façon, je lui sers involontairement, et sans en être candidat, d'exorciste, qui se dit qu'en m'expliquant les thèmes qu'il va utiliser, du coup, quand il les utilisera mieux. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre. Et en même temps, moi, quand j'entends ça, il a une voix posée, toujours énergique. Mais quand j'entends ça, je me dis, si j'ose dire, pour qu'il perde son temps avec moi, il faut qu'il considère que le temps est passé. Le débat commence. Arbitré par David Pujadas et Laurence Ferrari, François Hollande sait ce qu'il veut dire. Il veut, face à Nicolas Sarkozy, défendre une présidence exemplaire. Il attend le bon moment, la bonne question. François Hollande, quel président comptez-vous être ? François Hollande sait ce qu'il veut dire, mais il ne sait pas encore comment. Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. La première phrase est un peu convenue, mais en la disant, lui vient une idée, la formule qui va faire basculer le débat. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti.
Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. 15 fois, François Hollande va répéter 15 fois cette formule. L'anaphore dure plus de 3 minutes. Nicolas Sarkozy lève les yeux au ciel. Personne ne le voit. Aucun plan de coupe n'est autorisé. Le président sortant n'ose pas couper la parole à son adversaire, de peur de paraître brutal. Alors il attend que ça se termine. Nicolas Sarkozy, passif. Si j'ose dire, c'est la logique du coup de téléphone. C'est que Nicolas Sarkozy, 5 ans avant, aurait bondi comme un tigre à la fin de la première phrase. Il aurait trouvé une formule pour lui dire « Attendez, les Français n'ont pas choisi, vous n'êtes pas le président, laissez les Français prendre leurs décisions démocratiquement. » Il aurait inversé les choses. Là, il les écoute. Nicolas Sarkozy passif, à voir, c'est extraordinairement impressionnant. Quand on le revoit aujourd'hui, on voit en plus que François Hollande, à un moment donné, cherche comment il va pouvoir poursuivre l'anaphore. Comment dire, il met du charbon au fur et à mesure dans la machine parce qu'il voit qu'il n'y a pas de réaction en face de lui. Oui, mais parce que Nicolas Sarkozy ne bondit pas sur les occasions. Mais il aurait dû bondir dès la première phrase, bien sûr. Normalement, il aurait créé les occasions si elles n'existaient pas. Et là, effectivement, il a les 3 minutes de passivité de sa vie. Ça tombe mal. Bah oui. Quand je dis que François Hollande n'avait pas préparé à l'avance sa formule, c'est ce qu'il a expliqué ensuite. En tout cas, ça correspond au rythme de ses phrases. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il saute sur une occasion, mais qu'il ne l'a pas organisée, qu'il n'a pas prévu une période, comme on dit. Or, ça devient ça. C'est une très bonne formule. C'est une très bonne formule, et surtout tout ce qu'il raconte, ça donne envie de voter pour lui. Quand on a fini de l'entendre, on a envie de voter pour lui. Je vais grossir le trait. C'est cette formule qui pousse les Bayrou, Chevènement, Mélenchon, finalement, à se rallier plus ou moins clairement à François Hollande ? Non, Chevènement, à regret, avait pris les devants. Mélenchon, à la fin, s'était laissé aller à être non pas aimable et positif, mais à dire quelque chose comme le moins pire de ces deux pires. Ça n'allait pas plus loin, et celui qui avait quand même créé la surprise, et je pense exercer l'influence, c'est François Bayrou qui dit « À titre personnel, je voterai Hollande ». Ce qui, pour un centriste qui avait toujours gouverné à droite, était quand même, au bout du compte, une surprise, même s'il y avait entre Nicolas Sarkozy et François Bayrou une bonne vieille haine, comme il y a dans le monde politique, qui alors là était établie. François Bayrou avait publié un livre dans lequel il y avait une formule terrible pour Nicolas Sarkozy. Il l'appelait « l'enfant barbare », ce qui quand même n'est pas le comble de l'amabilité. Et finalement, le fait qu'il choisisse François Hollande, ça a été à la fois un petit choc, mais pour une partie de l'électorat, je pense que ça a été un signal important. Et d'ailleurs, à ma grande stupéfaction, François Hollande a quand même accepté que se présente un candidat socialiste dans la circonscription de François Bayrou aux législatives qui ont suivi. Ce qui prouve que la reconnaissance n'est pas la plus politique des qualités. 4 jours après le débat, Monsieur 3% récolte 51,64% des suffrages. Il est 20h et c'est donc François Hollande, le 7e président de la 5e République. Alain, quel est le secret de la victoire de François Hollande ? Je me répète, l'opiniâtreté et l'intelligence politique. L'intelligence politique qui sait saisir les occasions et l'opiniâtreté qui se prépare et prépare à saisir les occasions. Il y a un autre mot dans la bouche des socialistes à ce moment-là, la chance. Oui, mais ça c'est très réducteur, c'est parce que les socialistes n'aiment pas ceux qui gagnent. Prochain épisode des Conquérants, le dernier, consacré à 2017, la victoire d'Emmanuel Macron. On va où pour l'enregistrer ? C'est compliqué. C'est compliqué, on pourrait aller à la Rotonde. J'ai faim en plus. Merci Alain. Vous venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.